Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu, votre guide pour ce troisième épisode d'Histoire guidée qui sera consacré aujourd'hui au Mont Saint-Michel et plus particulièrement à ses fortifications, à ses remparts. Alors oui, je sais, ça peut être un peu frustrant, on va pas encore monter à l'abbaye, j'en suis un peu désolé, mais j'ai des bonnes raisons de vraiment prendre le temps d'expliquer tout avant de monter au sommet du rocher. Déjà, premièrement, c'est que parmi tous les gens qui viennent visiter le Mont Saint-Michel, en fait, il n'y a environ que 50% des gens qui réussissent à monter jusqu'au sommet du rocher pour visiter l'abbaye. Deuxième chose, c'est que pour monter à l'abbaye, il faut traverser ce village du Mont Saint-Michel. On pourrait se dire en temps normal, bon, c'est pas très intéressant. Là, si, le village du Mont Saint-Michel, il est extrêmement impressionnant. Il est très riche d'histoire, il a énormément d'attraits, donc il me semble important de le visiter, de ne pas oublier de le visiter et d'expliquer un petit peu ce qui s'y passe. Et donc en premier lieu, on va parler des remparts du Mont Saint-Michel. Alors n'oubliez pas, suivez le guide. Quand on arrive au Mont Saint-Michel, que ce soit à pied ou depuis les navettes, la première chose que l'on voit, la chose marquante, ce sont les remparts du Mont Saint-Michel, ceux qui entourent l'abbaye et le village. Alors si vous vous souvenez un peu du premier épisode de la série sur l'histoire du Mont Saint-Michel, vous vous souvenez peut-être que le Mont Saint-Michel de tout temps est une place importante symboliquement, mais surtout très très importante d'un point de vue stratégique. Et c'est pour ça que ce village et cette abbaye doivent être protégés par des remparts. Pendant la plus grande partie du Moyen-Âge, le village est beaucoup moins étendu, beaucoup plus petit que ce que l'on connaît aujourd'hui. Il se concentre principalement autour de l'église paroissiale Saint-Pierre, qui se situe juste en dessous de l'abbaye. Et à cette époque-là, il n'est pas très bien défendu. On peut prendre l'exemple de l'attaque de 1204 menée par les troupes du duc de Bretagne, qui vont avoir absolument aucun problème à prendre, piller et incendier le village qui n'était alors protégé que par des simples palissades en bois. Mais la leçon de ce raid catastrophique va être retenue. Et quelques années après, on va commencer à construire le premier mur d'enceinte en pierre au Mont Saint-Michel qui sera achevé au milieu du XIIIe siècle. Avec le début de la guerre de 100 ans, dans la deuxième moitié du XIVe siècle, on fortifie en priorité l'abbaye et le haut du village. Puis, quand la menace anglaise se précise dans la deuxième moitié du XVe siècle, on va fortifier l'ensemble du village qui alors s'est beaucoup étendu vers le sud, donc vers le bas du rocher. On va construire donc un nouveau mur d'enceinte en pierre tout autour du bas du rocher et c'est grosso modo le mur d'enceinte que l'on connaît aujourd'hui à quelques détails près. Dans la deuxième moitié du XVe siècle, même si la guerre de 100 ans est terminée, on ressent le besoin de continuer à améliorer les défenses du Mont Saint-Michel. Les améliorations se poursuivent au XVIe siècle, notamment pour lutter contre le perfectionnement des armes à poudre. Et enfin, au XVIIIe siècle, devant les tensions avec nos meilleurs amis anglais, une dernière phase de travaux renforce les remparts et les tours. Et enfin, après le XVIIIe siècle, le Mont Saint-Michel n'est plus vraiment considéré comme stratégique et donc on stoppe les modifications. Désolé de cette longue introduction sur le contexte de construction de ces puissantes fortifications, mais ça me paraissait assez nécessaire. Donc passons maintenant directement à la visite en tant que telle. Alors pour entrer au Mont Saint-Michel, vous avez trois choix. Le premier et le plus logique, c'est juste en face de vous, par la porte de l'avancée et le corps de garde des bourgeois. Mais nous y reviendrons un petit peu plus tard. Le deuxième choix, c'est de contourner légèrement par la gauche et de passer par une ouverture qui a été ouverte directement dans le rocher. Et donc vous pourrez éviter la porte de l'avancée qui peut poser quelques problèmes s'il y a vraiment beaucoup de monde, il peut y avoir quelques bouchons et vous allez atterrir directement porte du boulevard et juste après dans la grande rue. Alors cette ouverture, elle est absolument pas meilleure, elle est pas du tout du Moyen-Âge, tout simplement parce qu'au Moyen-Âge, on a une doctrine, c'est de limiter au maximum
toutes les ouvertures. Ça rend la défense beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus efficace. Donc non, cette ouverture, elle a été réalisée il y a quelques années seulement pour des raisons de sécurité et d'évacuation, ce qui n'a pas été fait sans quelques débats assez virulents, dirons-nous. Alors la dernière voie d'entrée possible est l'entrée des Fanils et de la tour Gabriel qui se trouve encore plus à l'ouest. C'est l'entrée la moins connue, donc vous allez sans doute pouvoir éviter une grande partie de la foule de la rue principale si vous souhaitez monter à l'abbaye directement. En plus, vous pourrez admirer la vue sur la baie depuis les jardins et les terrasses, c'est absolument magnifique. Pour y accéder, c'est assez simple. Il suffit de passer à travers la caserne des Fanils qui se trouve à votre gauche. Cette caserne des Fanils, c'est l'ancienne caserne des gardiens de prison au 19e siècle. C'est aujourd'hui la caserne de la gendarmerie. Vous pouvez aussi contourner par la Grève et vous arriverez directement à la tour Gabriel. La tour Gabriel, c'est une des dernières à avoir été construite au Mont-Saint-Michel. Elle a été construite au début du XVIe siècle. C'est une tour avec des murs extrêmement épais et 3 niveaux d'ouverture qui pouvaient abriter des canons. C'est les petites ouvertures rectangulaires que vous pouvez voir. Alors cette tour Gabriel, elle tient son nom de son concepteur, de son commanditaire Gabriel Dupuy, qui était le commandant et le capitaine de la garnison du Mont au début du XVIe siècle. Elle est parfois aussi appelée dans certains livres la tour des moulins, tout simplement parce qu'au XVIIe et au XVIIIe siècle, les moines avaient établi un moulin à son sommet. Enfin, revenons à l'entrée principale qui est très intéressante. Au XVe siècle, c'est la seule entrée. Elle est donc très bien défendue avec une succession de 3 portes. C'est celle que vous avez en face de vous. La première porte, c'est la porte de l'avancée avec une grande ouverture pour les chariots ou les cavaliers et une plus petite sur la droite pour les piétons. Au XVIe siècle est ajouté un corps de garde dit des bourgeois, qui va abriter la garnison et où les pèlerins vont devoir se défaire de leurs armes. Puis les visiteurs ou les attaquants vont devoir avancer vers la porte du boulevard, qui est un bastion défensif très puissant avec un grand nombre d'archères pour permettre aux archers de pouvoir tirer et surtout de canonnières pour pouvoir permettre aux canons de tirer. En temps de paix et désarmés, vous pourrez donc continuer à avancer dans la rue principale. Mais après quelques dizaines de mètres, la rue principale est barrée par la plus puissante et la plus formidable des portes du Mont-Saint-Michel, la porte du Roi. Alors cette porte du Roi a été construite en 1475 sur les vestiges d'une ancienne porte qui avait été, elle, construite au début du XVe siècle. Alors cette ligne de défense, elle est composée d'une porte extrêmement épaisse au milieu d'une muraille. Cette porte est précédée d'un pont-levis qui enjambe un fossé. Alors petite précision, on parle bien d'un fossé, parce qu'il n'y avait sans doute pas d'eau. S'il y avait eu de l'eau, on aurait parlé d'une douve. Au-dessus de ce pont-levis et de cette porte, on va retrouver des murs épais de plus de 3 mètres qui sont percés d'archères. L'ensemble étant complété par une solide herse et surmonté de machicoulis. Alors, les machicoulis, c'est quoi? Les machicoulis, c'est un système de défense, notamment utilisé au Moyen-Âge, qui consiste à percer des trous au-dessus d'un mur en surplomb. Donc, depuis ce mur en surplomb, on va pouvoir être au-dessus des assaillants et on va pouvoir leur faire des petites blagues. Des petites blagues du style, classiquement, c'est de pouvoir tirer des flèches depuis ces trous, donc plongeant sur l'adversaire de façon totalement tranquille, sans risque de la moindre riposte. C'est pas très Charlie, mais c'est plutôt très efficace. On peut aussi lancer des projectiles un peu plus massifs, tels que des cailloux ou des rochers. Et quand ça tombe depuis 7-8 mètres de haut, ça pique. Même quand on est en armure, ça pique fort. Chose un peu plus vicieuse, on peut aussi lancer du sable brûlant.
Oui, alors ça paraît pas super impressionnant comme ça, mais c'est diablement efficace. Parce que le sable, premièrement, ça s'insinue absolument partout. Vous avez sans doute eu l'expérience quand vous rentrez de la plage et que vous vous mettez dans votre douche, vous avez l'impression d'avoir ramené la plage avec vous. Là, c'est pareil, c'est compliqué quand on a plusieurs couches de vêtements et d'armure. La deuxième chose, c'est que porter au rouge, ça fait des très très gros dégâts. Et dans le pire des cas, si c'est pas assez chaud, si ça a un peu raté, ce sable, ça va s'insinuer partout, entre les différentes plaques de l'armure et tout ça, et ça va vite devenir un peu bloquant, et donc ça va être très handicapant. Par contre, jamais, on a utilisé d'huile bouillante. Pour une raison toute simple, c'est que l'huile, ça coûte super cher, c'est relativement rare et surtout c'est très cher. On va pas aller gaspiller une ressource aussi précieuse pour un effet qui est somme toute assez aléatoire. Donc c'est un mythe, hein. C'est absolument un mythe. Pareil pour l'eau bouillante, hein, pour les mêmes raisons. On est assiégé, on n'a pas d'eau, ou on a des difficultés d'avoir l'eau, on va pas aller gaspiller une ressource vitale comme l'eau pour un résultat qui est alors là plus qu'aléatoire. Donc non, on n'a pas balancé d'eau bouillante ou d'huile bouillante pendant le Moyen-Âge. Non, les rochers ou les flèches ou même le sable brûlant, c'est largement assez efficace. Enfin, cette tour du roi, elle est flanquée sur la droite d'une tour qui s'appelle aussi la Tour du Roi et qui était aussi construite en 1475. Alors au-dessus de la Porte du Roi, on va retrouver un bâtiment qui a été construit un peu plus tard et qui abrite aujourd'hui la mairie du Mont-Saint-Michel. Eh oui, car le Mont-Saint-Michel, c'est une splendide attraction touristique, c'est magnifique, tout ça, mais c'est aussi une commune à part entière qui compte une trentaine d'habitants en permanence. Il est donc normal pour cette commune d'avoir un conseil municipal avec un maire et en plus ce conseil municipal et ce maire, ils ont à affronter des dilemmes très importants entre préservation du patrimoine et développement économique. Bon, je vous laisse deviner ce qui l'a emporté entre patrimoine et économie quand vous savez que l'ancien maire du Mont-Saint-Michel, c'est le PDG de la mer Poulard et qui est aussi propriétaire de plus de 50% des hôtels, restaurants et autres boutiques. Voilà. Et que le maire actuel, c'est son ancien adjoint. Voilà. Juste après la porte du roi, sur la droite, vous pouvez monter un escalier. Et croyez-moi, vous n'avez pas fini de monter des marches au Mont-Saint-Michel. Et cet escalier, il va vous mener sur les remparts et le chemin de ronde qui protège le Mont-Saint-Michel vers le sud et le sud-est. Un petit conseil, si vous venez en personne au Mont-Saint-Michel, surtout si vous venez assez tôt, avant 9h, 9h30, profitez de ce moment quand il n'y a pas encore trop de monde pour monter à l'abbaye par la rue principale qui ne sera alors pas trop bondée. Le reste du temps, entre 9h, 10h et 17-18h, c'est pas possible. Il y a juste un monde fou. Vous ne pourrez pas en profiter, pas prendre de photos. Donc évitez de monter par là ou de redescendre. Montez avant ou après. Vous pouvez monter par la grande rue quand il y en a encore temps. Et après, pour redescendre, vous aurez deux choix. Le premier, c'est quand vous sortez de l'abbaye, vous pouvez aller tout de suite sur la droite. Et vous redescendrez par les jardins et les petites ruelles du village. C'est tout à fait charmant et on verra ça dans un prochain épisode. Ou alors vous pouvez partir à gauche pour redescendre par les remparts en suivant le chemin de ronde. C'est ce que nous allons faire dans cette dernière partie de la vidéo. En continuant quelques mètres, on tombe sur la première tour qui s'appelle la Tour du Nord. Cette Tour du Nord, c'est la plus ancienne encore visible sur le chemin de ronde du Mont-Saint-Michel. Elle a été construite au XIIIe siècle. En fait, c'est un des derniers vestiges de la première enceinte fortifiée en pierre qui a été construite autour du petit village du Mont-Saint-Michel après l'attaque de 1204, l'attaque des Bretons. Cette tour, elle est un tout petit peu différente des autres, un peu différente de celle que nous allons voir par la suite. Elle est beaucoup plus haute et elle est beaucoup plus fine, tout simplement parce que au XIIIe
et enfin surtout au XIIIe siècle, on ne construit pas les fortifications pareilles puisqu'on n'a pas affaire aux mêmes armes. On n'a pas besoin de construire des tours pour résister aux armes à poudre noire ou aux canons. Chose un peu surprenante, cette tour du nord, elle se trouve à l'est. Oui, c'est un peu particulier, mais en fait, c'est assez simple. C'est que cette tour, c'est la tour la plus au nord de l'enceinte. Et la face nord du Mont Saint-Michel, elle n'a pas besoin d'être protégée par une muraille. Elle est beaucoup trop abrupte. C'est quasiment une falaise et donc on ne craint pas vraiment une attaque venant depuis le nord du Mont Saint-Michel. Alors de là, on va continuer notre descente. On va redescendre toujours vers le sud et on va en profiter pour admirer l'ensemble de la baie. On va pouvoir voir, on voit très bien Tomblaine depuis là, on voit les falaises de Champeau au-dessus de Granville, et puis un petit peu plus au loin, on voit Avranches. Voilà, c'est très joli. Alors à l'angle sud-est, on arrive à la tour Boucle, qui est une tour unique, avec un aspect très particulier, l'aspect d'une tête de flèche qui pointe vers l'extérieur, vers la baie. C'est ce qu'on appelle une tour bastonnée. Elle est construite à la toute fin du XVe siècle, mais en fait dans sa conception elle est plutôt très moderne, puisqu'elle offre des angles de tir absolument parfaits à l'artillerie des défenseurs, sans laisser aucun angle mort. D'ailleurs, Vauban, 2 siècles plus tard, va utiliser le même genre d'architecture pour toutes ces défenses bastionnées. Continuons maintenant notre descente sur le chemin de ronde où l'on peut toujours voir les mâchicoulis, quelques meurtrières et même à certains endroits des restes bouchés, des créneaux et des merlons. Quand on parle d'architecture militaire, ça, c'est pas un créneau. Le créneau, c'est juste la partie creuse entre les 2 merlons, les parties pleines. Ça permet de tirer à travers le créneau et de pouvoir recharger à couvert derrière le merlon. C'est plutôt très pratique pour les archers ou les arquebusiers. Juste après la tour Boucle, aisément reconnaissable, on passe derrière la tour de la demi-lune ou la tour de la Reine. Et cette tour, elle a été aussi construite au XVe siècle à la place d'une poterne, une porte secondaire. En poursuivant notre petite marche dans ce sublime cadre, on arrive à la tour basse que l'on ne peut voir que si l'on se penche légèrement au-dessus du parapet. Alors cette tour basse, elle porte plutôt bien son nom puisqu'elle se situe en dessous du niveau des remparts du chemin de ronde. Et ça s'explique par le fait que la tour médiévale du XVe siècle a été détruite et a été remplacée en 1732 par une autre tour, la tour basse, qui correspond mieux aux caractéristiques de l'artillerie du XVIIIe siècle. Elle est donc beaucoup moins haute pour être beaucoup plus résistante, pour être moins fragile. Et au sommet, on a une terrasse percée de créneaux et de merlons qui permet de positionner des canons et d'avoir des angles de tir absolument parfaits et pouvoir manœuvrer ces mêmes canons dans tous les sens. En continuant un petit peu plus loin, on arrive à la tour Béatrix, ou plus couramment appelée tour de la Liberté. C'est assez intéressant de s'y arrêter quelques minutes pour observer un petit peu l'architecture interne d'une tour. C'est la seule où on peut voir apparente cette architecture interne. Alors on voit 3 niveaux de salles qui étaient principalement pour les gardes. On peut notamment voir dans l'un des niveaux les restes d'une cheminée. Alors on a aussi quelques ouvertures pour la défense, notamment pour les canons. Enfin, si on continue encore un tout petit peu, on arrive à la dernière tour, qui est la tour de l'Arcade, elle aussi tour du XVe siècle, comme quasiment tout le reste, mais chose assez intéressante et presque unique sur les tours du Mont Saint-Michel, cette tour a conservé son couvrement comme au Moyen-Âge. Et oui, parce qu'au Moyen-Âge, toutes les tours étaient couvertes. C'est quand même beaucoup plus sécurisant pour les défenseurs, ça évite un tir d'archer un peu malencontreux. En réalité, du haut des remparts, vous n'avez peut-être pas vu que vous aviez loupé une tour. Entre les tours de la Liberté et les tours de l'Arcade, il y avait une autre tour, la tour Denis. Non seulement les fondations sont encore visibles si vous vous promenez en bas sur le sable. En fait, cette tour, elle a été détruite en 1732 car elle était trop abîmée par les courants marins. Mais elle a été redécouverte et réexhumée récemment dans les années 2000.
Voilà pour ce troisième épisode de notre découverte du Mont Saint-Michel et de ses si nombreuses richesses. Très prochainement, on continuera à parler du village du Mont Saint-Michel. Et enfin, on passera à la tant attendue visite virtuelle de l'abbaye du Mont Saint-Michel qui se divisera sans doute en 3 parties. Pas encore tout à fait sûr. Je vous remercie sincèrement d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que j'ai pu vous instruire ou vous divertir. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée ou excellente soirée. Bye!